Bonjour à tous. Alors, déjà, merci beaucoup d'être déjà aussi nombreux sur ce webinaire. Aujourd'hui, on va un petit peu moins parler de la crise. On va plus se concentrer sur la reprise, comment la préparer, comment faire en sorte qu'elle soit durable et comment bien communiquer dessus pour mettre en valeur tous les efforts opérationnels que vous aurez faits. Alors, avant de commencer, quelques éléments techniques. Donc, ce webinaire est organisé par Malou. Malou, c'est la première startup de marketing digital dédiée aux restaurants, et par Ecotable. Ecotable, c'est à la fois un label, une association et une communauté au service d'une restauration durable. Donc, le webinaire est enregistré. Vous recevrez le replay par mail et vous pourrez également le revoir sur notre chaîne YouTube. Grégoire va vous mettre le lien sur le chat. N'hésitez pas, vous l'avez déjà constaté, à utiliser la fenêtre de droite, chat, pour nous faire part de vos remarques. En live, on pourra répondre. Également, si vous avez des questions qui nécessiteront un petit peu plus d'approfondissement, il y a un onglet questions pour ça. Et on répondra à tout le monde à la fin du webinaire. Si le temps nous manque, parce qu'il y a beaucoup de questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par email et on prendra le temps de répondre à tout le monde. Alors, avant de commencer, on va parler un petit peu des intervenants. Donc, Fanny, je suis très heureuse de t'accueillir sur ce webinaire. Fanny se présentera un petit peu mieux, mais globalement, si vous voulez quelques mots sur elle, c'est une experte sur les enjeux climatiques et sur l'éco-responsabilité, notamment en restauration. Donc, elle a cofondé le label Ecotable. Et moi, je suis Louisa, cofondatrice de Malou. Et chez Malou, notre mission, c'est d'aider les restaurateurs à acquérir des clients sur toutes les plateformes où ils vont faire leurs recherches. Et donc, l'enjeu de ce webinaire, ça va être d'articuler à la fois vos actions pour améliorer votre éco-responsabilité et vos actions pour valoriser ces efforts opérationnels pour que ça puisse vous servir pour, au-delà être meilleur, être plus durable et toucher de nouveaux clients. Je te laisse la parole, Fanny. Super, merci. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous et vos proches allez bien dans ces temps difficiles. Donc, en effet, je suis la cofondatrice de Ecotable. Ecotable, donc c'est le premier label de restauration durable. En quelques mots, on identifie et on accompagne les restaurants qui ont une démarche éco-responsable. Pour ça, on a établi un cahier des charges qui liste l'ensemble des impacts environnementaux de la restauration. On vérifie ce cahier des charges en analysant les factures des restaurateurs et cette analyse, elle nous permet surtout d'accompagner les restaurateurs derrière, c'est-à-dire de leur leurs axes d'amélioration et de les accompagner sur ces axes d'amélioration. Vous pouvez aller faire un petit tour sur notre site ecotable.fr. Une fois que le restaurant est labellisé, on le met en avant sur ce site, un peu comme un guide gastronomique et aussi sur nos réseaux sociaux. Le but, c'est que le consommateur de demain, il choisisse son restaurant aussi selon son impact environnemental. Donc, c'est moi qui vais commencer ce webinaire. Donc, vous pouvez voir le plan de l'intervention. Je vais faire le 1 et le 2. Donc, le 1, pourquoi aller vers une restauration plus éco-responsable et un 2 sur les axes clés. Donc, comme l'a dit Louisa, n'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique questions. On y répondra après. Et vous avez aussi dans le chat Camille d'Ecotable et Aurélie d'Ecotable qui pourront commenter aussi directement si vous avez des éléments à faire remonter. Donc, premier point, pourquoi aller vers une restauration plus éco-responsable? Première chose ici, les chiffres clés. Pour avoir un ordre d'idée, notre alimentation, donc pas seulement liée à la restauration, notre alimentation de manière globale, c'est-à-dire de la fourche à la fourchette, c'est 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. Pour avoir un ordre d'idée en termes de comparaison, c'est plus que le secteur des transports, et notamment le secteur du transport aérien. À côté de ça, on a un impact lié à la restauration de manière plus directe qui est aussi important puisque on a 14% du gaspillage alimentaire qui est lié au secteur de la restauration. Alors quand je dis secteur de la restauration, c'est la restauration de manière large, ça comprend toute la restauration commerciale mais aussi collective. Et enfin, on a les prix hors foyer en France. Donc, on a une tendance de fond à prendre ici son repas hors du foyer et ce chiffre a tendance à augmenter. À côté de ça, à côté de l'impact environnemental, on a une demande d'engagement des consommateurs vis-à-vis des restaurateurs.
il y a 91% des Français qui souhaitent voir plus de produits locaux, bio et de plats faits maison. Donc, c'est un chiffre important, 91%. Et pour donner un autre chiffre, on a plus d'un Français sur 3 qui est prêt à payer plus cher son restaurant pour être certain de se voir servir des produits frais. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un mouvement des consommateurs cette fois vers une restauration plus durable. Et ce mouvement, on le retrouve aussi du côté des restaurateurs. Il y a une vraie prise de conscience des restaurateurs. On a 60% des restaurateurs qui sont convaincus d'avoir une part de responsabilité dans le développement durable et qui estiment qu'il s'agit ici d'une tendance forte de la société. Et pour contrebalancer un peu ce chiffre, il y a 57% des restaurateurs qui en revanche dénoncent un manque de moyens et 49% qui dénoncent un manque d'accompagnement pour aller vers une restauration plus durable. À côté de ces chiffres clés, autre raison d'aller vers une restauration plus éco-responsable, c'est les obligations légales. Vous avez dû vous en rendre compte, mais là, on a de plus en plus d'obligations légales à aller vers moins de déchets, etc. Donc, la première chose, c'est le recyclage des huiles et des biodéchets qui est déjà obligatoire. La deuxième, toujours en matière de déchets et pour l'éviter, notamment le gaspillage alimentaire, on a le doggy bag qui va être obligatoire à partir du 1er juillet 2021. De plus, on a cette fois la valorisation des biodéchets qui est déjà obligatoire pour certains restaurants, mais pour des gros restaurants qui ont un gros volume de déchets, mais qui va être obligatoire pour l'ensemble des restaurants de la restauration commerciale à partir de 2023. Et enfin, depuis le 1er janvier 2020, il y a la vente de vaisselle plastique à usage unique qui est interdite, ce qui, de fait, modifie pas mal les comportements ici des restaurants sur la vente à emporter. Autre raison d'aller vers une restauration éco-responsable, c'est les raisons liées à la crise actuelle. La crise actuelle du Covid, elle va entraîner de nouvelles attentes qu'on peut lister ici. 5 attentes principales selon nous. La première attente, ça va être celle de la sécurité. On estime que les clients, vont avoir plus d'attentes par rapport notamment à l'hygiène, bien entendu. Il va falloir ici rassurer le client, le rassurer sur le fait que aller au restaurant ou prendre de la nourriture à emporter ne comporte pas de risque. Le deuxième enjeu, c'est la transparence. La transparence, ça va en fait avec la sécurité et avec le fait que le client risque d'être plus inquiet. C'est que le client veut en connaître davantage. Il veut connaître davantage les dessous du restaurant. Ça veut dire l'informer sur l'ensemble des pratiques, par exemple l'origine de vos produits, le type d'agriculture, mais de manière générale sur toutes les actions qui sont mises en place pour le rassurer. La troisième attente, c'est la qualité. La qualité, pourquoi ? Parce qu'on pense que le client va être plus exigeant, puisqu'il va tendance à aller peut-être moins au restaurant, en tout cas au début, peut-être par une certaine crainte, et donc il va peut-être plus sélectionner les restaurants en fonction de ce qu'il estime comme étant de la qualité. Et donc, il va ici falloir peut-être répondre à la difficile équation entre qualité et prix, au moins en tout cas pour le début de la reprise. Quatrième attente, l'engagement et la sincérité. Peut-être que vous avez vu passer certaines études. Ce qu'on constate d'ores et déjà, c'est que les entreprises qui résistent le mieux à la crise, c'est les entreprises qui ont des valeurs et un engagement fort. Par rapport à la restauration et à l'alimentation, la crise a mis en lumière l'intérêt des consommateurs pour les circuits courts. C'est les circuits courts qui résistent le mieux. On a mis en avant les producteurs ici français. Il y a une volonté de les mettre en avant et de valoriser nos producteurs qui continuent à travailler malgré la crise. Et donc, on constate que ces entreprises qui s'engagent, elles créent elle crée ici un appât en termes de clients. Dernière attente, le Made in France. Donc ça va un peu avec ce que je viens de dire sur l'engagement et la sincérité. C'est pourquoi le Made in France ? Premièrement parce que ça va être les produits qui vont être les plus disponibles, puisque c'est plus difficile d'aller se fournir ailleurs qu'en France au regard d'une certaine fermeture des frontières. Et surtout parce qu'il y a aussi une attente des consommateurs, les consommateurs qui ont envie de soutenir l'économie française et leurs producteurs. Donc là, il va falloir concilier les attentes des clients avec la difficulté de la reprise, mais on considère que c'est vraiment une opportunité de réinventer
le modèle et d'adapter le marketing. Ça, c'est Louisa qui vous en parlera. Donc, sur les axes clés, sur comment préparer une reprise durable. Donc, 8 axes d'analyse, ça c'est pour ceux qui ne le savent pas, c'est en fait les axes d'analyse d'Ecotable, hein, du label Ecotable. Tout restaurant qui veut connaître son impact environnemental, on analyse son impact environnemental avec ces 8 axes. Donc, on va les voir les uns à la suite des autres, approvisionnement, carte, santé, déchets, ressources, produits d'entretien, communication, éthique. Donc, premier axe, probablement évidemment l'un des plus importants, l'approvisionnement. Donc là, un triptyque à retenir, bio, circuit court, de saison. Bio, pourquoi? Pourquoi? Tout d'abord pour protéger notre santé, et je pense que surtout pendant la crise du Covid, il y a une vraie volonté de protéger sa santé, et on le fait en limitant la consommation de produits issus d'une agriculture intensive, avec des produits phytosanitaires. Il faut savoir que les produits phytosanitaires, c'est la première cause de perturbateurs endocriniens, donc ils vont venir perturber nos hormones. Donc voilà, ici, il y a une volonté d'assurer une agriculture saine qui protège l'environnement, mais aussi la santé des clients. Le deuxième, c'est circuit court. Alors là, j'insiste à la différence entre local et circuit court. Circuit court, il y a maximum un intermédiaire entre le producteur et le restaurateur. Ça permet de garantir quoi? De garantir un juste revenu aux producteurs et en général de soutenir l'économie locale parce que généralement, votre circuit court, il est en local. Mais attention, parfois, on vous met en avant le fait que vous allez pouvoir acheter des produits locaux. Ça ne veut pas forcément dire circuit court, produit local, et ça ne veut pas forcément dire bio, ça ne veut pas dire forcément une agriculture engagée. Vous pouvez avoir une agriculture très intensive qui est locale. C'est le cas notamment, par exemple, en Île-de-France. Enfin, dernier critère, le critère de saison. Pourquoi favoriser une alimentation de saison? Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, hein, il faut savoir qu'un légume hors saison, ça émet 10 fois plus de CO2 qu'un légume en pleine saison. Pourquoi? Parce que on utilise des serres chauffées et on va mettre plus d'intrants dans le sol pour pouvoir le faire pousser. Et les engrais qu'on met dans le sol hors saison, c'est un impact massif sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place dès à présent sur cet approvisionnement? Premièrement, dès à présent, on peut faire un état des lieux de nos pratiques. On a, vous les restaurateurs, vous avez un peu plus de temps en ce moment lié à la fermeture de vos structures. Donc, ça peut être en effet l'occasion de se dire, voilà, qu'est-ce que je fais aujourd'hui et vers quoi je veux aller au moment de la réouverture? Donc, première chose, un état des lieux des pratiques. Et cet état des lieux des pratiques, elle peut se faire aussi avec un état des lieux du coup de ces producteurs ou coopératives qui sont à proximité du restaurant et avec lesquels on peut travailler. Alors, c'est pas forcément simple de lister les producteurs qui livrent la restauration parce que tous les producteurs ne livrent pas la restauration et tous ne sont pas outillés pour servir un restaurateur. Sur ça, on pourra en parler après, mais nous, on peut vous aider avec un annuaire, notamment dans votre région, des producteurs qui peuvent vous livrer. Et ensuite, il y a d'autres intermédiaires qui pourront aussi vous aider. Après la reprise, qu'est-ce qu'on peut faire? À partir de la reprise, premièrement, adapter son offre, évidemment, vers plus de produits bio, circuit court et de saison. Comment faire pour respecter les saisons? C'est évidemment, on peut se munir d'un calendrier de saison, mais le conseil principal que nous on donne, c'est de faire ses menus en fonction de ce qui est disponible et de ne plus faire ses menus à l'avance et ensuite de chercher si c'est disponible. Vous allez pouvoir limiter comme ça les coûts, on va en parler après, et être sûr de respecter les saisons. Ça va être aussi peut-être choisir des producteurs qui respectent les saisons. Choisir des intermédiaires où vous savez que vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14 h. Eux ne livrent que des fruits et des légumes de saison. Troisième chose, connaître au maximum ses producteurs, ce qui permet en plus d'avoir un lien fort que vous allez pouvoir ensuite valoriser dans votre communication. Connaître les différents labels pour savoir à qui vous pouvez faire confiance, quels sont les labels que vous avez envie de valoriser. Il y a évidemment plusieurs labels. J'ai parlé du bio, mais il y a aussi le label rouge, il y a aussi les AOP, les AOC qu'on peut avoir envie de mettre en avant. Si on prend des produits
plus lointains, vérifier qu'ils sont commerce équitable. Le label aussi Déméter en France, label pêche durable, etc. Donc là, il y a des différences de cahier des charges selon le label. C'est peut-être le moment de regarder un peu ces cahiers des charges, voir ceux qui vous correspondent le mieux. Autre élément, privilégier des modes de production extensifs et diminuer la part de produits carnés dans l'assiette. Ça, c'est toujours dans le but d'avoir un impact environnemental plus faible et donc d'assurer une agriculture qui a plus de vertus en matière environnementale. Enfin, se référer à des chartes. Vous pouvez vous référer à des chartes pour aider votre approvisionnement. C'est surtout en matière de poissons. C'est encore difficile de savoir comment s'approvisionner en poissons de manière durable, quelles sont les espèces qui ne sont pas menacées, où est-ce que il est idéal, quelle zone de pêche je veux privilégier au regard de l'espèce, quelle technique de pêche je veux privilégier. Là, vous avez par exemple la charte Éthique Océan qui va vous donner exactement tous les poissons qui ne sont pas menacés avec les zones de pêche. WWF va vous dire quels sont les poissons qu'il faut à tout prix éviter parce qu'ils sont quasiment sur le point d'être en état d'extinction. Et vous avez aussi d'autres alternatives, certains circuits courts de pêche qui vont vous garantir des modes de pêche qui sont respectueux, qui sont, on dit, doux, un mode de pêche doux. Deuxième axe, la carte. Donc, un menu éco-responsable, et on va le voir après, mais aussi rentable. Donc, un menu éco-responsable. Pour avoir un menu le plus éco-responsable possible, évidemment, la première chose, c'est une carte courte qui change en fonction des saisons et des disponibilités, on l'a dit. Quelque chose qu'on n'a pas encore dit, c'est peut-être mettre l'accent sur un plat végétarien. Idéalement sur plusieurs plats végétariens, mais d'avoir en tout cas une vraie offre végétarienne. Pas seulement un plat qui est fait avec les accompagnements des autres plats de viande et de poisson, mais vraiment de mettre l'accent sur des menus, sur plusieurs plats qui sont végétariens, ce qui va vous permettre derrière, on va le voir, de réduire aussi les coûts. Enfin, dernière chose, la carte, elle va vous permettre de mettre en avant certains producteurs et certains de vos engagements. Donc, un menu éco-responsable, mais aussi rentable. Ici, c'est 56%, ça c'est l'agence bio qui a fait qui a publié ce chiffre très récemment. On a 56% des établissements qui introduisent des produits bio qui estiment que leur introduction n'a pas généré de surcoût. Et on a 86% de ces établissements qui cherchent à limiter le coût du bio en limitant soit le gaspillage, soit en achetant plus de produits bruts. Donc, comment faire? Évidemment, on le sait tous, acheter du bio, acheter même en circuit court, en général, c'est plus cher. Alors déjà, la notion de plus cher, c'est juste petite aparté, hein, c'est une notion court-termiste, c'est-à-dire que certes, c'est plus cher pour vous sur le papier, mais pour la société de manière générale, c'est beaucoup plus cher, et notamment pour la sécurité sociale, le fait de manger des produits avec des pesticides, avec des produits transformés, ça a un coût sur la société plus important. Bref, petit aparté. Sur comment faire donc pour avoir une carte rentable, on l'a dit, diminuer la part de produits carnés dans l'assiette, ça marche aussi, ça vaut aussi pour les poissons. Privilégier les bas morceaux et les poissons peu connus, et on a des poissons aujourd'hui que les clients ne connaissent pas, qui peuvent être mis en avant, qui coûtent moins cher, qui sont en plus en plus grande population dans nos côtes, donc ça peut être intéressant de les valoriser. Utiliser des fruits et légumes pour les exploiter intégralement et ne pas, notamment ici, les éplucher. Et enfin, capitaliser sur les légumineuses qui sont peu onéreuses et qui sont particulièrement intéressantes dans les recettes végétariennes puisqu'elles apportent un apport de protéines important et qu'elles sont en plus, donc, comme je disais, peu chères pour le restaurateur. Troisième axe, la santé. Donc ici, on a une attente particulière pour la santé des consommateurs. Cette attente particulière, on peut faire le parallèle ici avec la crise actuelle. Hein, ce n'est pas la même chose, évidemment, que la crise du Covid, mais quand même, on peut penser que les clients vont faire un peu plus attention à leur santé et donc à ce qu'ils mangent. Donc, ici, comment valoriser cet aspect? Transformer au maximum
les produits sur place, éviter à tout prix les produits industriels et ultra transformés avec des listes d'ingrédients trop longues et favoriser donc une agriculture qui favorise notre santé mais plus largement l'environnement, donc une agriculture biologique extensive. Pour ceux qui ne connaissent pas les producteurs qui sont à côté de chez eux, vous pouvez évidemment faire confiance au label, on l'a déjà dit, mais pour ceux qui connaissent leurs producteurs, certains producteurs ne sont pas labellisés, mais ils ont une démarche qui est intéressante, d'où l'intérêt de connaître ces producteurs au maximum. Quatrième axe, les déchets. Donc là, le principe, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, et le meilleur déchet qu'on ne produit pas, évidemment, celui qui coûte le moins cher. Donc, par rapport au gaspillage alimentaire et les biodéchets, il faut savoir que c'est 20 kg de nourriture par an et par personne qui sont jetés lors des repas pris à l'extérieur de son foyer. Et quand on prend des mesures sur les déchets, on constate en revanche que ça fait des économies très importantes. Pour 500 clients en restauration collective, c'est entre 30 000 et 40 000 euros d'économie. Donc là, qu'est-ce qu'on veut éviter? Il faut savoir que la question des déchets, c'est pas une question simple dans une période de crise actuelle, parce que la crise du Covid, elle va pas vers le zéro déchet. Malheureusement, ça va pas être facile de demander à vos clients de venir avec leur contenant, de venir avec leur contenant, parce que pour des raisons d'hygiène, peut-être qu'au début, on va pas pouvoir le faire. On va plus vers du jetable dans les périodes de crise. Mais même si on va pas pouvoir se passer du tout jetable, il faut absolument regarder ce qu'on vend pour la vente à emporter. Donc là, la première chose, éviter le plastique à tout prix. Même si le plastique est recyclable, il est déjà très rarement 100% recyclé, et même le plastique recyclé pose des problèmes environnementaux. Donc, c'est 25 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont collectés tous les ans sur le sol européen, et seuls 25% qui sont recyclés. Attention ici au plastique dit biosourcé ou biodégradable. On peut penser que c'est mieux, ça peut l'être, mais il faut vraiment faire attention parce que parfois ça vient, par exemple, du maïs, d'autres aliments agricoles qui sont utilisés pour faire du plastique. Et le problème, c'est que ça pose un impact carbone très important parce qu'on va utiliser des productions alimentaires pour créer du plastique. Et surtout que derrière, on n'a pas de filière pour le recycler. On n'a pas de filière forcément aussi pour le composter. Donc, idéalement, on privilégie des matières qui sont des emballages qui sont compostables avec des labels, par exemple le label OK Compost, et on s'assure le plus possible que derrière ils sont compostés pour qu'il y ait un impact environnemental le moins important. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces déchets? Donc, dès aujourd'hui, on peut former son personnel au tri, son personnel en salle et en cuisine. On peut contacter les acteurs à engager dans le gaspillage alimentaire et le recyclage. Donc, dans le gaspillage alimentaire, là aussi, on pourra vous aider en vous faisant parvenir un annuaire, mais vous avez plusieurs acteurs qui vont pouvoir récupérer vos invendus à la réouverture. Pour le recyclage, plusieurs choses. Ça dépend de votre ville. En général, c'est pris en compte par la ville, mais pas toujours, notamment à Paris. On croit que la ville de Paris a l'obligation notamment de vous fournir des poubelles recyclables. En réalité, les restaurateurs parisiens ne payent pas de taxes en matière de recyclage. Ça a été supprimé depuis Chirac. Donc, ça veut dire que les restaurateurs parisiens, s'ils consomment plus de déchets qu'un ménage, doivent eux-mêmes prendre en compte le recyclage. Et donc, c'est à eux de payer normalement un prestataire privé qui s'assure de récupérer les poubelles, notamment la poubelle jaune. Pour les biodéchets, là, vous pouvez aussi contacter les acteurs engagés qui vont vous permettre, dès la reprise, de valoriser vos biodéchets, soit en compost, soit par le biais de la méthanisation. C'est quoi la méthanisation? Ça va permettre notamment à ce que vos biodéchets se transforment en électricité. Ensuite, donc ça, c'est dès aujourd'hui, à la reprise. Évidemment, limiter au maximum le gaspillage alimentaire, donc utiliser la totalité du produit dans les recettes. Limiter au maximum les compostables à usage unique en salle et en cuisine. C'est peut-être le moment de réfléchir à toutes les choses qu'on peut supprimer en cuisine, tous les consommables à usage unique qui peuvent être supprimés en cuisine. Je pense particulièrement ici à quelque chose qui est très difficile à supprimer, mais
c'est peut-être le moment de penser justement à des astuces. On sait qu'il y a des restaurateurs qui y arrivent, c'est de supprimer le film plastique. Il y a des alternatives, on l'a vu, il y a le Mirazur qui a mis en avant le fait qu'ils étaient aujourd'hui zéro plastique. On a des alternatives au plastique à usage unique, même en cuisine. Donc, on l'a dit, privilégier des consommables certifiés pour les inévitables, notamment certifiés OK Compost. Et à côté de ça, valoriser ses invendus et ses biodéchets. 5e axe, les ressources naturelles. Donc là, on va chercher à baisser sa consommation pour minimiser son impact environnemental. Donc, quelques chiffres. En France, 1 kWh électrique environ produit 0,09 kg équivalent CO2. On a 40% de la consommation d'énergie d'un restaurant qui provient de ses équipements de cuisine, c'est important, et on a 8 à 10 litres d'eau qui est consommée en moyenne par couvercle. Donc là aussi, c'est un chiffre relativement important. Donc, les ressources naturelles, elles vont vous permettre de limiter votre impact environnemental, mais elles vont permettre aussi de réaliser des économies. Qu'est-ce qu'il est possible ici de faire? Premièrement, de piloter sa consommation en eau et en énergie. Pour cela, on va pouvoir notamment optimiser l'utilisation des équipements en réfléchissant à des équipements économes et à une bonne gestion de ces équipements. Enfin, on va pouvoir former son personnel aux éco-gestes, que ce soit pour l'eau ou pour l'électricité. Donc, ça dépend de où vous voulez aller. En effet, ça va dépendre aussi de votre budget parce que remplacer ces équipements par des équipements économes, ça peut avoir un coût au départ, mais en général, vous allez être gagnant par la suite puisque c'est au total 50% d'économies qui sont possibles avec des équipements économes. 6e axe, les produits d'entretien et les matériaux. Donc là, pourquoi un petit focus sur les produits d'entretien? Parce que ça va permettre de protéger l'environnement, mais aussi la santé des clients et de votre personnel. Et je pense que c'est particulièrement intéressant et important dans la crise actuelle. Vous l'avez peut-être entendu, il y a un lien direct qui a été fait entre pollution de l'air et contamination au Covid. On est apparemment plus sensible au Covid lorsque on est dans un air pollué. Et cet air pollué, il est aussi à l'intérieur. Et il est même très souvent plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous avez la pollution de l'air en salle qui peut être jusqu'à 10 fois supérieure à la pollution extérieure du fait d'un produit. Et la première cause de pollution de l'air intérieur, elle est liée aux produits d'entretien et aussi à nos matériaux. Donc, ça va être les cols utilisés dans les bois agglomérés, les chaises en PVC, etc. Tout ça, ça contient des substances cancérigènes et qui vont se retrouver dans l'air. Donc, à côté de ça, à côté des produits d'entretien et de ces cols, on a aussi la filière textile, qui est une filière extrêmement polluante. Donc, c'est peut-être aussi un moment de réfléchir à tous les textiles que l'on utilise. Par exemple, privilégier si vous avez des nappes, si vous avez des serviettes, etc., privilégier des textiles qui sont naturels et qui ne demandent pas forcément une très grande quantité d'eau à laver. Le lin, par exemple, c'est une alternative très intéressante par rapport au coton parce que déjà, on a une bonne production de lin en France, donc c'est possible d'avoir du textile 100% français et ça demande moins d'eau et c'est plus facile à laver derrière. Donc, quelques idées ici pour les produits d'entretien. Ça n'a pas été modifié ici, ça on voulait le modifier. Le vinaigre blanc pour la salle, en réalité, il faut l'adapter ici à ce qui est recommandé en matière de Covid. Et en matière de Covid, on ne recommande pas le vinaigre blanc seul. Pour être sûr de bien désinfecter les surfaces en salle, on dit vinaigre blanc avec un désinfectant. Ce désinfectant, ça peut être simplement du savon et de l'eau, par exemple du savon noir, mais il faut un désinfectant. Si, pour des raisons de simplicité, vous pouvez aussi tout simplement aller vers des produits labellisés NF Environnement, Écolabel ou Écocert. Pour les matériaux textiles, je vous l'ai dit, donc privilégier des matières naturelles sans traitement et on peut aussi réfléchir à des matières de seconde main. 7e axe, l'éthique au restaurant. Donc ici, réfléchir à un établissement qui est respectueux de l'humain et de l'environnement. Je pense que vous vivez tous ces questions-là aujourd'hui. On a un turnover dans la restauration qui est très fort. C'est 29% des salariés de l'hôtellerie-restauration qui ont moins d'1 an d'ancienneté contre 15%
pour les autres métiers. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate que quand on a un restaurant qui a une éthique forte, les salariés restent plus longtemps, parce qu'ils se sentent plus engagés, ils se sentent plus inclus dans un système de valeurs. Donc, il y a plusieurs pistes ici. Réfléchir à l'inclusion au restaurant. Est-ce qu'on peut mettre en avant des personnes en situation de difficulté? Est-ce qu'on peut avoir ici, on peut être plus inclusif, notamment au niveau des salariés? De manière générale, faire attention au bien-être de ces salariés, par exemple à ce qu'on leur donne à manger par rapport à ce qu'on donne à manger aux clients. Et enfin, entreprendre des actions solidaires, donc café suspendu, etc. Donc voilà, plusieurs pistes pour essayer de mettre le social, de mettre l'humain au cœur de son restaurant. Et on pense d'ailleurs que les clients après la crise vont vouloir particulièrement soutenir ces restaurants-là. La communication. Dernier axe ici, la communication qui va vous permettre de diffuser des valeurs éthiques et écologiques à tous les étages. Donc, une bonne communication, ça permet d'éduquer implicitement vos clients, ça amène de nouveaux clients et ça les fidélise. Et le turnover en salle est aussi réduit puisque là, le personnel intègre lui-même les valeurs fortes du restaurant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelques pistes. Un manifeste. Vous profitez de la crise là, à l'heure actuelle, vous dites voilà, j'ai envie de faire une reprise durable. Donc, je vais lister tout ce que je vais faire par la suite pour avoir une reprise durable. Tout cela, vous les mettez sur un manifeste que vous allez pouvoir mettre sur la carte ou sur le site internet. Deuxièmement, formez votre personnel. Si vous avez un personnel et qu'en plus le turnover est plus faible, vous avez d'autant plus intérêt à le former, mais le former à la connaissance des produits pour qu'ils puissent faire passer vos valeurs à l'ensemble de vos clients. Et que les clients, quand ils arrivent et qu'ils posent des questions, ils soient tout de suite informés sur ce que fait le restaurant. Enfin, on l'a déjà dit ici, former les cuisiniers aux éco-gestes pour que vraiment à chaque étage du restaurant, les valeurs soient infusées. Donc, voilà, je vais laisser la parole à Louisa et puis n'hésitez pas si vous avez des questions par la suite. Merci Fanny. Alors, on va regarder maintenant ensemble comment, une fois que vous avez fait tous ces efforts opérationnels pour progresser sur ces sujets-là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour valoriser cet engagement en ligne? Alors, la première chose sur laquelle travailler, c'est encore une fois toujours le référencement local. Donc, il faut vous référencer partout, sur toutes les plateformes où c'est pertinent pour vous. Donc, il y a différents types de plateformes. Il y a celles sur lesquelles vous allez pouvoir faire de l'acquisition de manière directe, parce que les gens vont sur ces plateformes pour chercher des restaurants. Par exemple, Google My Business, TripAdvisor, et éventuellement La Fourchette, en tenant bien en compte que si on est 2 € de commission par couvert à titre d'apporteur d'affaires. Il y a des plateformes qui sont secondaires pour l'acquisition, mais qui restent très importantes, comme Apple Plan. Par exemple, ceux qui vont parler à leur iPhone pour rechercher un restaurant, la recherche elle va être faite sur Apple Plan. Les Américains, notamment, on sait qu'ils cherchent beaucoup sur Yelp, sur Foursquare. Et Yelp et Foursquare, au-delà d'aider à toucher des clients américains qui, a priori, mettront un petit peu de temps à revenir en France, permettent techniquement de remonter sur d'autres plateformes parce qu'ils sont très avancés techniquement. Donc, ceux qui utilisent, par exemple, Citymapper, les recherches sont affiliées aux éléments présents sur Yelp. Il y a ensuite un autre type d'annuaires qui sont plus du tout utilisés aujourd'hui pour rechercher un restaurant, mais qui vont vous permettre de remonter sur les résultats de recherche et donc qui vont faire ce qu'on pourrait appeler de l'acquisition indirecte. C'est le cas des pages jaunes. Aujourd'hui, plus personne ne cherche un restaurant sur les pages jaunes. En revanche, c'est un site qui a un poids historique aux yeux de Google, de par son histoire, de par le nombre de liens, le nombre de contenus qui sont présents. Donc, si vous avez une fiche sur les pages jaunes qui est bien complète, riche en mots-clés, avec les bons éléments, avec des photos récentes, de qualité, avec les avis clients auxquels vous aurez pris le temps de répondre, ça va envoyer comme du jus de référencement sur votre fiche Google. Et donc, de manière indirecte, ça va vous permettre de remonter pour toucher plus de clients par Google. Il y a aussi des annuaires spécifiques. Si vous proposez de la restauration vegan, des accès handicapés facilités ou de la restauration halal, vous pouvez être présent sur des annuaires spécifiques. Et dernier type de plateforme, celles qui servent à toucher les touristes.
les Chinois, les Brésiliens, les Russes, les Coréens, bref, tous les touristes, quand ils viennent en France, ils n'ont pas les mêmes réflexes que les Français. Ils ne vont pas forcément aller sur Google ou sur TripAdvisor au départ. Et donc, il faut être présent sur ce type de plateforme-là pour toucher les touristes. Et donc, pour avoir un bon référencement local, il faut, au-delà des informations, c'est le minimum que vous pouvez faire, c'est mettre à jour vos informations partout. Deuxième chose qui va être importante, ça va être de bien choisir vos mots-clés. Si on reprend un petit peu les exemples que Fanny a donnés, on se rend compte que restaurant éco-responsable, c'est le dernier bullet point, c'est pas responsable, c'est restaurant éco-responsable. C'est un mot qui fait sens pour nous. En revanche, en termes de référencement, c'est recherché que 10 fois par mois. Donc, c'est un mot-clé qui ne va pas être très stratégique pour vous de travailler. En revanche, si vous avez des plats végétariens, même si vous n'êtes pas complètement végétarien, sachez que végétarien, c'est tapé 100 000 fois par mois et donc c'est un mot-clé qui va être plus judicieux de travailler. Si vous avez une partie de la carte qui est bio, n'hésitez pas. Bio, biologique, pareil, ce sont des mots qui sont recherchés jusqu'à 10 000 fois par mois. Donc, il faut bien identifier tous ces mots-clés potentiels et ensuite les prioriser en fonction des volumes de recherche. Troisième élément pour le référencement local, il faut bien veiller à compléter au maximum vos fiches sur tous les annuaires, sur toutes les plateformes sur lesquelles vous serez présent. Donc, il faut bien veiller à cocher tous les attributs qui peuvent correspondre à votre établissement. Si vous faites de la livraison, si vous faites de la commande à emporter, si vous avez des accès handicapés, si vous êtes kids-friendly parce que vous avez des chaises bébés, si vous êtes vegetarian-friendly parce que vous avez des plats végétariens, enfin bref, tout ce qui peut être possible, tous les attributs qui peuvent caractériser votre établissement, il faut les renseigner. Et vous avez également un champ d'expression sur beaucoup d'annuaires sur lesquels vous pouvez rédiger une description de votre établissement. Et donc, la description, c'est une occasion incroyable de mettre plus de mots-clés possible. Donc, il faut le mettre de manière fine, mais en tout cas, vous pouvez caser des mots-clés dans vos descriptions. Sur TripAdvisor, par exemple, vous pouvez rédiger une description de votre établissement dans plusieurs langues. Donc, vous pouvez rédiger une description avec les bons mots-clés en français, mais également en anglais, en espagnol, en adaptant aux mots qui vont le plus être recherchés par les personnes qui parlent ces langues. Vous pouvez également répondre à vos avis clients. Enfin, il faut plutôt répondre à vos avis clients, et c'est encore mieux si vous le faites en remettant quelques mots-clés. Pareil, sur le nom des photos que vous allez publier sur vos plateformes, vous pouvez les renommer avec des mots-clés, et ça va vous permettre de remonter plus facilement. Ensuite, au-delà de la partie référencement et des annuaires, votre engagement en ligne, vous pouvez aussi le valoriser sur les réseaux sociaux. Alors, la première chose, la priorité, surtout avec ce contexte-là, c'est de rassurer sur l'hygiène et la sécurité. C'est évident que la crise, que le confinement ont affecté vos clients, qu'il y a une méfiance, et cette méfiance, il faut la désamorcer avec les bons messages en les diffusant aux bons endroits. Donc là, j'ai pris 2 exemples de restaurants avec qui on travaille. Je sais que Raphaël, tu es présent. Coucou Raphaël. Donc Raphaël, c'est le gérant de Ponzou. Il a choisi de réouvrir son établissement pour la commande à emporter et la livraison. Et le premier message qu'il a mis sur les réseaux sociaux, c'est concernant la sécurité, l'hygiène. Comment est-ce qu'il va anticiper pour réduire au maximum la diffusion du virus. Également, si vous mettez en place si vous renforcez, je vous conseille de le faire d'ailleurs, si vous renforcez les consignes de sécurité pour vos employés, les masques, le lavage des mains, le lavage des surfaces, etc. Toutes ces choses-là que vous allez faire opérationnellement, il faut bien penser à les valoriser en ligne. Ensuite, toujours sur les réseaux sociaux, vous pouvez profiter pour prendre la parole et éduquer votre audience. Et là, ça va faire écho à ce que vous avez mis en place opérationnellement. Donc, sur le respect des saisons, comment est-ce que très concrètement, on peut éduquer ses clients sur le respect des saisons, mais de manière assez facile, partager un calendrier des fruits et légumes du mois, en début de mois ou en fin du mois précédent. C'est un contenu qui est sympa, qui n'est pas très compliqué, il y en a beaucoup qui sont disponibles en ligne et qui permettent, au-delà de vous, d'aider vos clients à faire le lien entre votre carte et votre calendrier des fruits et légumes du mois pour montrer que vous êtes bien, vous respectez bien les saisons. Ça permet d'éduquer finalement ces clients. Sur les déchets alimentaires, vous pouvez partager des recettes à vos clients pour les aider à réduire de manière personnelle leur quantité de déchets alimentaires. Donc, on a vu passer beaucoup de recettes de pesto aux fans de radis, de soupe aux légumes fatigués, aux extrémités de poireaux ou des choses comme ça. Ça, il y a plein de recettes créatives que vous, vos chefs,
peuvent imaginer et peuvent partager à vos abonnés. Et ça fait un type de contenu qui sort de la promotion, qui sort de la mise en valeur et qui est vraiment, qui crée, qui permet de mieux engager vos abonnés. Ensuite, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à montrer votre engagement. Si vous êtes récompensé par des labels, n'hésitez pas à les montrer, que ce soit dans des posts, dans des stories ou en bio. Si demain, vous êtes restaurant écotable et je vous le souhaite, pareil, n'hésitez pas à le montrer en ligne parce que c'est un élément qui va vous permettre de toucher plus de clients. Vous pouvez également partager les backstage de vos efforts opérationnels, le recyclage, le compost si vous en faites, les doggy bags quand vous les recevez, quand vous les donnez à vos clients. Si certains veulent bien prendre des photos d'eux avec leur doggy bag, qui en plus, entre nous, s'il y a un doggy bag, ça laisse entendre que vous avez que vous servez des portions généreuses. Donc, ça ne fait qu'améliorer encore votre image. Tous ces types de contenus, la liste est infinie, il y a beaucoup de choses à partager. Vous pouvez user de créativité, regardez ce que nous, on partage sur Malo, on essaie de partager beaucoup d'inspiration pour les restaurateurs. Et vous pouvez les partager sur des photos, en les diffusant par des posts, des stories, des repartages de vos clients, faire des quiz. Voilà, n'hésitez pas, il y a une multitude de contenus qui peuvent servir. Il faut bien choisir les bons contenus, les diffuser au bon moment, sur les bons réseaux et au bon format. Ensuite, sur les réseaux sociaux, si vous avez pris le chemin de l'éco-responsabilité, ça passe a priori par un approvisionnement plus responsable. N'hésitez pas à partager encore une fois ces backstage. Lorsque les produits arrivent chez vous, comme l'a fait Raphaël de Ponzou, ou bien d'inscrire vos partenaires dans votre storytelling. Là, je vous ai mis un exemple. Oui, c'est ça, Ludovic. C'est Pizzou, c'est des pizzas et des bisous. C'est un restaurant qu'on a accompagné pour son lancement. Et la particularité de Pizzou, c'est que c'est le premier restaurant de pizza 100% made in France. C'est un peu le contre-pied de Big Mama, où la farine vient des moulins de région parisienne, la mozza vient des Yvelines, la charcuterie de l'Aveyron, enfin bref, tout est sourcé en France. Et ça, c'est très fort. C'est un engagement qui est fort pour les restaurateurs, qui est fort aussi en termes de storytelling. Et donc, on en a profité dans la partie storytelling pour valoriser Fabio sur la photo. C'est Fabio. Fabio, c'est le fournisseur de mozza de Pizzou. Voilà. Donc, sur la partie relation presse, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver les bons mots pour votre storytelling. Donc, un petit peu comme Pizzou, mais si vous n'avez pas une pizzeria 100% made in France, c'est pas grave, il y a d'autres moyens de le faire. En tout cas, ce dont il faut être certain, c'est qu'il faut raconter tout ce que vous allez faire avec un storytelling et trouver les bons mots. Et pour que votre communiqué de presse soit efficace, il va falloir structurer l'information. C'est-à-dire qu'un bon communiqué de presse, c'est un communiqué de presse dans lequel le journaliste ne va pas perdre de temps à aller chercher l'information qui l'intéresse. Donc, bien structurer les parties et profiter pour valoriser à la fois le travail et votre engagement. Et ce sur quoi il faut vraiment faire attention également, c'est la qualité des photos. Rien de pire c'est pas rien de pire, mais ce ne sera pas du tout efficace d'avoir un communiqué de presse avec des photos qui ne vont pas donner envie de venir chez vous. Donc, bien travailler le choix des mots, le ton utilisé et la qualité des photos. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les influenceurs, qui vont constituer un canal de diffusion efficace pour vous. Donc, qu'est-ce que c'est un influenceur d'abord? Un influenceur, c'est au départ un individu comme vous et moi, qui a rassemblé une audience de plusieurs milliers d'abonnés sur un ou plusieurs réseaux sociaux. Et cet influenceur, il est suivi pour le contenu qu'il propose, qu'il partage. Et donc, à la différence de la publicité, où quand on fait de la publication sponsorisée, on peut cibler super bien les personnes qu'on veut atteindre, mais l'image qui va apparaître sur leur écran, elle n'a pas été choisie, elle s'est imposée à eux. En revanche, un influenceur, c'est quelqu'un qui va partager du contenu que ses abonnés ont choisi de voir. Et donc, une fois qu'on a compris ce que c'est qu'un influenceur, il va falloir trouver ceux qui sont le plus pertinents et ceux qui pourront en fait porter votre parole. Les influenceurs, c'est un petit peu le moyen de faire du bouche à oreille 2.0 en tapant plus fort, plus de monde grâce aux réseaux sociaux. Et si vous entamez des actions éco-responsables, c'est pas la peine, et que vous êtes un restaurant, il n'y a pas que les influenceurs qu'on appelle food qui vont être pertinents pour vous. Il y a plusieurs verticales qu'il faut aller chercher. Vous pouvez chercher des influenceurs qui partagent des modes de vie plus green, plus écolo, des influenceurs qui partagent leur lifestyle, donc leur vie au quotidien, que ce soit le sport, la cuisine, leur sortie culturelle, mais qui ont une sensibilité à ces questions-là. Les familles, il y a beaucoup de parents influenceurs qui se sont lancés, donc qui partagent des adresses un peu sympas pour des restaurants.
les influenceurs qui sont plus sur le healthy, sur le sport, enfin bref. Il y a beaucoup de verticales à aller chercher. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde mange, donc tout le monde peut a priori parler de vous si vous les abordez avec le bon message et au bon moment. Et un influenceur, il y a deux manières de travailler avec lui. Soit on voit les influenceurs comme des relais ponctuels, donc c'est des personnes qu'on pourrait inviter une fois à découvrir pour qu'ils viennent découvrir votre établissement. Soit on entre dans une collaboration plus durable, où l'influenceur devient un véritable ambassadeur de votre établissement. Et donc, pour choisir entre les deux, la question de la rémunération va se poser. Nous, chez Malou, on ne rémunère pas les influenceurs parce qu'on estime que si on les invite chez nos restaurants, si on a bien fait notre travail, on les a tellement bien ciblés que de toute manière, ils auraient été clients de notre restaurant si ce n'était pas nous qui étions allés les chercher. En revanche, ce qu'on va rémunérer, c'est le travail. On ne peut pas demander à un influenceur de rédiger une recette, de monter une vidéo, d'écrire un long article si on ne le rémunère pas. Donc, il y a bien la nuance de on ne va pas rémunérer l'accès à l'audience parce qu'on estime qu'on va créer de la valeur à la fois pour lui et pour ses abonnés, mais on va rémunérer le travail. Ensuite, pour gérer la notoriété, la presse, ça reste un moyen efficace. Sauf que la presse, pour beaucoup, c'est un peu flou. De nombreux restaurateurs pensent que pour avoir des retombées presse, il faut à tout prix être copain avec des journalistes. C'est vrai que ça peut aider, mais c'est pas du tout indispensable. Et donc, pour donner plus d'écho à vos efforts opérationnels, à ce que vous avez mis en place dans votre restaurant, vous pouvez obtenir des retombées dans des médias. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour s'y prendre? Première chose, il faut identifier les médias qui pourront parler de vous. Et donc, comment on les trouve? On va regarder ceux qui ont salué des initiatives qui sont proches de la vôtre. Donc, vous pouvez taper engagement, restaurant écologique, restaurant végétarien, etc. et chercher dans l'onglet actualité de Google. Comme ça, vous allez voir des articles de médias sur ces sujets-là. Ensuite, une fois que vous avez l'article, vous pouvez cliquer dessus, repérer les médias qui reviennent le plus et bien voir le nom de l'auteur de l'article en question. Ensuite, ce journaliste, l'auteur de cet article, vous pouvez recomposer son adresse mail. Il y a pas mal de liens de sites gratuits qui permettent de le faire. En général, c'est prénom.nom@l'urldumedia.com ou première lettre du prénom, nom@l'urldumedia.com, etc. Et une fois que vous avez les coordonnées du journaliste, le travail n'est pas terminé, loin de là. Il va falloir l'aborder avec de la manière la plus fine et la plus efficace possible. Parce que vous vous doutez bien qu'un journaliste, il reçoit des centaines de mails tous les jours. Donc, il ne va pas ouvrir le vôtre, il ne va pas forcément ouvrir le vôtre d'une part, et en plus, il ne va peut-être pas vous répondre même s'il l'ouvre. Et donc, il faut bien veiller à ce qu'à chaque fois que vous contactez un journaliste, vous soyez capable de prouver que vous créez de la valeur pour ses lecteurs. Donc, bien faire attention à créer de la valeur. Donc, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on va contacter le journaliste? Déjà, un gros travail sur l'objet du mail, c'est la première chose qu'il va voir, et sur les 2 premières lignes de vos emails, de votre mail, parce que c'est ce qu'on va voir en aperçu. Et donc, bien démontrer que vous avez fait vos devoirs, que vous savez qui il est, vous savez sur quel sujet il a travaillé, et que vous le contactez pour lui proposer quelque chose qui va vraiment l'intéresser. Voilà, c'était tout pour la partie presse et influence. Ce qu'on a essayé de faire avec Fanny aujourd'hui, c'était de vous donner des conseils très accessibles et que vous pouvez mettre en pratique assez rapidement pendant ces moments de confinement. Et ensuite, comment les valoriser, que ce soit en propre sur vos annuaires, les plateformes, sur vos réseaux sociaux, et comment générer de la notoriété avec les influenceurs et les journalistes sur vos initiatives.